place à Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Soyan. Aujourd'hui, à travers les barreaux de Dana Lyon. Dis-le-moi, oncle Joseph. Je t'en prie, dis-le-moi. Mais te dire quoi, mon garçon? Qu'est-ce que tu veux encore savoir? C'était à n'en plus finir. Mon oncle Joseph raisonnait véritablement comme un enfant, alors que j'étais fou d'impatience. Je veux parler de mes cauchemars, oncle Joseph. Je t'ai raconté ce que j'avais vu quand j'étais petit garçon. Mes migraines me font de plus en plus mal et je suis certain que j'irais mieux si on me disait ce que j'ai vu. Chaque fois que je l'ai demandé, on m'a répondu que j'imaginais des choses. Mais qui pourrait imaginer ce que j'ai vu, oncle Joseph? Mais tu es un homme imposant, mon garçon. Pourquoi t'inquiéter de ce qui est arrivé il y a, mon Dieu, si longtemps? Mais parce que ça m'obsède, oncle Joseph. Je te l'ai répété 20 fois. Qui ai-je vu là-bas, dans la cabane? Après un long moment de réflexion, oncle Joseph me répondit. Si je te le dis, mon garçon, me laisseras-tu partir? Me laisseras-tu retourner enfin chez moi? Oui, mon oncle, promis. Je pensais simplement qu'il valait mieux que tu restes ici quelque temps, parce que tes idées s'embrouillent parfois. Tu es plus tranquille avec moi pour le moment. Je n'étais pas toujours sûr que mon oncle Joseph retombait en enfance. Mais quel autre moyen avais-je de le garder avec moi? Car il fallait absolument que je sache que d'années j'avais passé torturé dans la journée par d'horribles souvenirs, de violentes migraines, et la nuit par d'affreux cauchemars. J'étais convaincu que j'aurais normalement dû tout oublier, mais je n'y parvenais pas. C'est seulement lorsque j'apprendrai la vérité, la vérité vraie, que l'oubli viendrait. Depuis quelques semaines, oncle Joseph vivait chez moi et, durant tout ce temps, j'avais essayé tour à tour de le contraindre, de l'amadouer, de le gronder, mais à chaque fois, il changeait le sujet de notre conversation et se comportait comme un enfant de 9 ans au caractère obstiné. 9 ans. C'est l'âge que j'avais quand c'était arrivé. Des années avaient passé, pourtant, j'en étais toujours obsédé. Un rêve? Une hallucination? Ou le souvenir d'une des histoires que oncle Joseph avait coutume de nous raconter? La famille était maintenant dispersée. Le vieux patriarche, dont je me souviens vaguement, les oncles, les tantes, les cousins, menaient chacun leur propre vie, loin du foyer paternel qu'ils avaient délaissé. Pour quel motif? Qu'était-il arrivé à cette famille si unie, à ce clan qui, dans l'esprit de mon grand-père, était proche de Dieu et de la patrie? Autrefois, en cas de besoin ou de réunion de famille, chacun abandonnait ses occupations pour rallier en hâte la demeure ancestrale située en Haute-Provence. La vieille maison, presque entièrement couverte de vignes vierges, dégageait une odeur de fruits frais ou trop mûrs selon la saison. C'était là que se tenaient les réunions de famille, présidées par grand-père, bien entendu. Grand-père était un dictateur bienveillant, affectueux, sévère à l'occasion, mais toujours équitable, qui rendait la justice et donnait ses ordres d'un ton affable. On lui obéissait tous, non par crainte, mais par loyauté. Et soudain, il n'y eut plus rien. Grand-père, affaibli par l'âge, les autres se retirant dans leur foyer et vivant séparés les uns des autres. J'étais très jeune à l'époque de ce changement, et je n'ai donc que de vagues souvenirs de la tribu de mon grand-père. Je me souviens cependant que tous formaient un clan heureux, sous l'égide de notre patriarche.
Par malheur, ces liens se relâchèrent. Grand-père, vieillissant et silencieux, n'exerçait plus son autorité. On en arriva au dernier jour, à la réunion finale. Grand-père était mort depuis plusieurs semaines et les survivants se partageaient la maison et la ferme. Pas de larmes, mais une ambiance muette, sombre. Et soudain, l'horreur qui ne cesse de me hanter. Je me revois poursuivant mon petit chien qui s'était sauvé dans les collines. J'arrive devant une cabane bâtie en pierre du pays et située derrière un énorme rocher. Mu par une curiosité enfantine, je grimpe jusqu'aux fenêtres garnies de barreaux et je regarde à l'intérieur. Je pousse un cri, je tombe par terre, puis courant, trébuchant, me traînant. Je me précipite vers la maison et je me réfugie en sanglotant dans les bras de ma mère. C'est depuis ce jour que j'ai fait des cauchemars toujours plus violents, car dès le début, je m'étais efforcé de refouler hors de mon esprit l'image de mon affreuse découverte. Personne n'a jamais voulu répondre à mes questions, personne ne m'a rien dit, sauf que j'étais le jouet de mon imagination, que j'avais rêvé. Mais ce jour-là, je vous le jure, j'étais bien éveillé. Oncle Joseph, dis-moi, je t'en supplie, dis-moi ce que j'ai vu dans la cabane. Je dois le savoir. Je n'ai rien imaginé, je l'ai vu de mes propres yeux. Personne n'a voulu m'en parler, et ces migraines me font mourir si je n'apprends pas la vérité. Dis-le-moi, oncle Joseph. Alors, de guerre lasse, oncle Joseph se mit à parler. Enfin. Allais-je enfin connaître la fin de mon tourment? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Je ne sais pas s'il te reste encore des souvenirs de notre famille et de notre façon de vivre, mon garçon. Probablement pas, car tu étais encore très jeune lors des événements qui ont rompu notre union familiale. Ton grand-père était un patriarche dans le vrai sens du terme. L'une des premières choses qu'il nous avait enseignées était la loyauté, non seulement envers Dieu et la patrie, mais d'abord envers le clan. Notre devoir était de porter secours à tout membre de la famille aux prises avec des difficultés, et, encore plus important, de ne jamais en dire un mot à l'extérieur. Il nous avait expliqué que notre union devait rester sans faille et que nous devions la transmettre à nos enfants. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que les temps changent et les générations aussi. Mais autrefois, nous étions vraiment soudés les uns aux autres. Notre père nous avait appris à nous protéger complètement. Nous étions 7 enfants, et en toutes circonstances, nous nous sentions en pleine sécurité. Oui, je sais, tu vas me dire que tu croyais que nous étions 6 enfants seulement. Eh bien non, mon petit. Nous étions 7 enfants. Le 7e s'appelait Danny. C'était notre Benjamin, né des années après les autres. Il avait causé la mort de notre mère en naissant. C'est nous, les autres enfants, qui avons élevé Denis, un enfant superbe avec des boucles dorées et une façon amusante de nous taquiner. De temps en temps, il lui arrivait de rentrer en lui-même comme s'il passait dans un autre monde pour nous échapper. Il m'est difficile de te dire à quel point on l'aimait et on le choyait. Danny était donc notre trésor, notre enfant bien-aimé. Il aurait pu être insupportable car nous le gâtions beaucoup, mais il était adorable, gai, charmant. Quand il désobéissait, parfois comme tous les autres enfants, il demandait pardon si gentiment qu'on ne pouvait lui en vouloir. Et puis un jour, il tomba malade. C'était de la paralysie infantile, comme on disait en ce temps-là. Sa maladie a duré longtemps. Mais quand il s'est rétabli, il boitait légèrement.
Il n'a jamais pu se défaire de cette petite infirmité. Il était toujours notre Denis, bien évidemment, mais il était devenu différent. Nous ne l'en aimions que davantage, bien évidemment. Ensuite, mon Dieu, il m'est bien difficile d'en parler, mais c'est ce que tu veux savoir, mon garçon. Denis avait atteint sa 18e année. Il aimait beaucoup les gens, les animaux et aussi nos collines, plus que tout au monde. Il vivait seul avec le père, dans la ferme. Nous étions, nous autres, mariés et habitions de petites villes, près de la côte. Denis avait donc 18 ans lorsqu'une fille de la ferme voisine fut retrouvée violée et tuée. Les soupçons se portèrent sur Denis car il était la dernière personne que l'on avait vue avec cette jeune fille. Et Denis prit la fuite, non pas parce qu'il était coupable, mais par peur, car, vois-tu, il avait toujours été protégé, donc il avait peur, il avait peur. À partir de ce moment-là, notre clan redevint totalement uni. Oui, chacun à notre tour, nous lui avons donné asile, l'aidant à échapper aux policiers, qui évidemment avaient commencé par enquêter chez nous. Mais nous connaissions des caches dans les collines et près de la rivière et au pied de la montagne. Nous l'avons nourri, veillant à ce qu'il ait toujours un abri. Nous l'avons protégé de toutes les façons possibles, jusqu'au jour fatal où un parent par alliance l'a dénoncé. Ce parent par alliance n'était autre que mon épouse, une fille de la ville. Elle était indignée de voir toute une famille complice d'un meurtrier et bafouant la loi. Jusqu'à ce jour, notre mariage avait été heureux. Nous n'avions pas d'enfants, mais cela nous avait rapprochés l'un de l'autre. Malgré tout, mes liens avec ma famille étaient si forts que du jour de la trahison de ma femme, notre union fut brisée à tout jamais. Notre Denis a été arrêté et mis en prison, derrière des barreaux, et là, il s'est desséché, aigri. Il était faible et désemparé. C'était encore notre Denis, mais c'était devenu, comment dire, un inconnu. Un inconnu amer, aigri et taciturne. Il y a eu un procès, cela va sans dire. Bien que n'ayant pas beaucoup d'argent, nous avons dépensé tout ce que nous possédions. Nos maisons et nos fermes ont été hypothéquées. Afin de réduire nos dépenses, nous avons mis fin aux études de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces. Pour Denis, nous avons sacrifié toutes nos économies. Nous nous sommes endettés. Et nous l'avons sauvé. Pour avoir son acquittement, nous avons même menti en inventant des alibis. Comprends-tu, Denis appartenait à notre clan. Et nous étions certains qu'il n'avait pas pu commettre ce crime odieux. Après le procès, nous sommes dispersés de nouveau. Certains d'entre nous n'avaient plus de foyer. Notre existence s'écoulait péniblement, assombrie par la pauvreté et la rancœur. Les enfants s'en allèrent à l'aventure pour mener des vies marginales, et lieu des séparations, des divorces. Nous n'étions plus une famille unie. Chacun désormais agissait à sa guise, et tous se sentaient déchus. Quand Père nous convoquait à une réunion, rares étaient ceux qui s'y rendaient. Nous n'avions avec nos proches que peu de rapports. Père prenait de l'âge et devenait amer, comme nous l'étions tous. Par bonheur, il nous restait notre Denis qui s'ébattait joyeusement dans les collines, recouvrait sa jeunesse, trouvant la vie aussi précieuse et belle que naguère. Alors, qu'est-il arrivé ensuite ? Des gitans campaient près de la rivière
Mais Père leur avait permis d'y rester. Un soir, alors qu'il était assis sur la terrasse, Père a entendu les cris d'une fillette. Il s'était lancé sur la route aussi vite qu'il a pu, et là, il a surpris Denis, qui, après avoir jeté la fillette sur le sol, s'était allongé sur elle et lui en serrait le cou de ses deux mains. Père a compris à cet instant que tous nos sacrifices avaient été vains. Son œuvre anéantie, ses enfants séparés, ses petits-enfants partis, on ne savait où. Tant d'efforts pour protéger un meurtrier. Alors, il a emprisonné Denis dans la cabane derrière le rocher. Il allait régulièrement et par tous les temps lui porter de la nourriture. Il n'avait confié à personne ce qu'il avait fait parce qu'il se méfiait depuis que ma femme l'avait trahi. Un jour que Père était seul chez lui, il a eu une attaque. Quand on le découvrit, on le transporta à l'hôpital voisin. Il resta dans le coma plusieurs jours, plusieurs semaines. Dès qu'il put enfin articuler quelques mots, avant de mourir, il nous avoua qu'il avait caché Denis. Mais il était trop tard, n'est-ce pas? Privé d'eau et de nourriture, notre frère était mort. Et c'est son cadavre que tu as vu en regardant par la fenêtre. Voilà ce que tu as vu. Un long silence suivit les paroles de mon oncle Joseph. Et je sentis que la douleur reprenait au plus profond de ma tête, plus violente que jamais. Des éclairs passaient devant mes yeux et la souffrance gagnait tout mon corps. Je n'avais plus conscience de rien sauf de douleurs intolérables, car j'étais certain que mon oncle Joseph m'avait menti. Soudain, malgré mes souffrances, une image surgit en moi, une image que j'avais refoulée hors de ma mémoire. Certes, je n'avais jamais oublié l'horrible spectacle qui m'avait bouleversé en regardant à travers les barreaux de la cabane. Un être qui, bien que mort depuis longtemps, n'était pas encore un squelette. Inconsciemment, je m'étais efforcé de ne pas évoquer certains détails. Ces derniers m'apparaissaient maintenant, provoqués par les douleurs lancinantes et par la certitude que j'avais du mensonge de mon oncle Joseph. Le cadavre en haillons que j'avais vu sur le sol de la cabane avait les cheveux noirs et lisses, et non pas les boucles dorées de Denis. Un souvenir d'enfance me revient à l'esprit. La femme de mon oncle Joseph avait, elle, les cheveux noirs et lisses. Dis-moi la vérité, oncle Joseph. Qui était ce cadavre dans la cabane? Dis-le-moi, oncle Joseph. C'était ta femme, n'est-ce pas? Ta femme. Ton père l'avait enfermée parce qu'elle avait trahi la famille. Dis-moi, oncle Joseph. Dis-moi. Denis est-il encore dans les collines? Toujours libre et toujours dangereux? Mon oncle Joseph ne prononça plus un mot. Il souriait à présent d'un sourire innocent. Et je compris que son esprit était parti ailleurs, de nouveau. Loin, bien loin. Peut-être pour toujours. Là-bas dans les collines, à la recherche d'un bel enfant à boucles blondes. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui à travers les barreaux de Dana Lyon.